Madame la Présidente Riantan, ma chère Véronique, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, notre audition de la matinée est organisée conjointement, et je m'en réjouis, avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, présidée par notre collègue Véronique Riantan. Une audition consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées. Nous recevons à ce titre Monsieur Bernard Pecheur, un habitué de notre commission, conseiller d'État, ancien président du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, président du Comité d'éthique de la défense depuis 2020. Vous avez été désigné pour présider le comité de suivi du programme contre la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées, qui s'est réuni pour la première fois en octobre 2024. Nous recevons également le contrôleur général Thibault Lafourcade, qui dirige la cellule Thémis du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Je rappelle que la cellule Thémis a été créée en 2014. Elle a pour mission de recueillir le traitement des signalements de l'harcèlement, des harcèlements, des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Les observations de la mission d'enquête sur les violences sexuelles au sein du ministère des Armées ont été rendues en juin 2024. Elles rappellent l'importance du problème. En 2023, ce sont 226 signalements de VSS qui ont été recensés par la cellule Thémis. Et cela n'inclut que les VSS qui ont été signalés. Surtout, la mission d'enquête fait état de dysfonctionnements persistants dans leur détection et leur traitement. Pourtant, les armées portent comme principe fondamental la fraternité d'armes. Ce principe repose sur l'unité et la solidarité entre tous les soldats. Quel que soit leur sexe, leur origine ou leur identité, chaque soldat y est reconnu avant tout pour ses compétences et sa capacité d'accomplir sa mission. Les comportements discriminatoires et sexistes portent atteinte à ce principe et doivent être combattus. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a eu l'occasion de le rappeler devant nous, qui n'en fait d'ailleurs un des axes prioritaires de son action. Ainsi, il a décidé de renforcer les mesures de lutte contre les violences sexuelles et sexistes en s'appuyant sur les recommandations de la mission d'enquête. Un programme ministériel de lutte sur le sujet a été engagé dès cet été, qui inclut notamment le renforcement de la compétence et des moyens de la cellule Thémis. Notre commission sera attentive à ce que celle-ci produise des effets durables. Je laisse donc la parole à ma collègue Véronique Riantan, présidente de la commission. Je vous en prie. De notre délégation aux droits des femmes. Merci pour votre accueil, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Comité de suivi, Monsieur le Contrôleur général des armées, chef de la cellule Thémis, mes chers collègues. Alors permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative partagée entre la Commission de la Défense et notre délégation et je renouvelle mes remerciements pour l'accueil de son président. Je reste persuadée que cette audition sera très instructive pour nous toutes, nous tous. Elle s'inscrit évidemment dans la continuité du rapport que nous avons examiné hier à la Commission et à la délégation sur la définition pénale du viol, dont j'étais co-rapporteure avec ma collègue Marie-Charlotte Garin. Dans ce rapport, nous plaidons pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la construction d'une véritable culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour cela, notre action doit être transversale. C'est d'ailleurs l'approche qui avait été privilégiée dans le rapport sur la mission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles au sein des armées du 10 juin 2024, que notre ministre a tenu à rendre public. Je le remercie pour son engagement et pour cette dimension de transparence. Alors, 7 mois après ces conclusions, nous sommes impatients de vous entendre sur le déploiement des recommandations.
À la délégation aux droits des femmes, nous sommes particulièrement attentifs à la question de l'accompagnement des victimes. Le rapport d'enquête plaidait pour la mise en place d'un parcours des victimes grâce auquel il serait acquis s'adresser à chaque étape de la procédure. Comment se déroule la mise en place ? Par ailleurs, se pose la question de la place des victimes à la suite d'une agression. En lisant les témoignages des victimes, on apprend que certaines ont finalement quitté leurs fonctions, parfois à regret. En bref, et pour le faire court, souvent les victimes étaient écartées de leur poste et les auteurs confortés. Donc c'est ce système qu'on veut modifier. La mission d'enquête suggère de limiter le départ des victimes en veillant à leur reconstruction psychosociale et pour celles qui partent effectivement, faciliter leur reconversion. Moi, je m'intéresse à quid des auteurs. Pouvez-vous nous présenter les mesures concrètes mises en place pour accompagner ces victimes ? Et dans notre rapport que je citais plus haut, nous évoquons la question de la victimisation secondaire. Celle que les nombreuses victimes de violences sexuelles subissent, c'est-à-dire qu'au crime qui est réalisé, subi, vient s'ajouter un second traumatisme causé par le système judiciaire ou par le manque de sanctions ou la réaction des autorités. Et c'est un point de vigilance pour nous qui est important pour que la victime, finalement, elle n'ait jamais à payer 2 fois le prix des exactions de son agresseur. Le rapport évoque également le rôle pivot de la hiérarchie dans l'accompagnement des victimes, la prévention des violences. Il identifie la formation comme un outil clé en ce sens et c'est un constat partagé au sein de notre délégation. Finalement, dans tous les milieux, la formation des décideurs aux violences sexistes et sexuelles est souvent indispensable et souvent défaillante. Sans elle, il n'y a pas de véritable impulsion donnée à la culture de l'égalité. J'aimerais donc également vous entendre sur les démarches de formation de prévention entreprise auprès de la hiérarchie jusqu'ici et ce qui est prévu à l'avenir. Donc ça, on parle de la formation de la hiérarchie, ce qui m'amène à remonter la chaîne et dire qu'en est-il des écoles ? Je pense qu'une des absences de ce rapport, c'est les écoles. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour remonter ? Parce que tant qu'on aura des générations de jeunes qui seront formés avec la même culture, on ne changera pas de prisme. Donc, voilà. Et j'aimerais... La cellule Thémis a quand même été challengée depuis ces 10 ans dans son efficacité, notamment parce qu'elle est en circuit un peu fermé. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans le fonctionnement de Thémis depuis le mois de juin concrètement ? Voilà. Et la question de la prévention, la poursuite des violences dans les écoles, les autres organismes de formation, j'en ai parlé, doit également faire l'objet de toute notre attention. Mais j'espère que vous en direz quelques mots. Je vous en remercie. Et par ailleurs, aujourd'hui, ça n'est pas le ministre, quand il vous rend compte, eh bien, ce ne sont pas des auditions communes. Pour ma part, et en tant que présidente de la délégation, je souhaite peut-être que nous renouvellions cette initiative en commun avec le ministre pour mettre le sujet de la parité dans les armées, en gros le sujet de la féminisation des armées et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu'il soit au cœur de vos problématiques dans les armées, Monsieur le Président. Donc j'ai ce vœu à votre endroit pour renouveler cette initiative avec notre ministre. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Messieurs, je vous laisse la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis donc, comme ça vient de vous être dit, le contrôleur général des armées Thibault de la Forcade et je dirige la cellule Thémis depuis 18 mois maintenant environ. Et pour débuter notre intervention devant vous, eh bien, je souhaiterais commencer par vous remercier pour votre invitation, Madame et Monsieur le Président, à venir nous exprimer devant vous, qui est en fait le reflet de votre intérêt pour l'engagement du ministère dans cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les VSS. Comme chef de la cellule Thémis, le ministre m'a chargé de piloter la mise en œuvre des évolutions qu'il a souhaité y apporter, sous l'autorité morale de M. Bernard Pêcheur, personnalité qualifiée qu'il a sollicitée pour exercer cette mission. Vous savez que la cellule Thémis a été créée en 2014, bien avant le décret 2020-256, qui impose la mise en place de ce type de dispositif dans toute la fonction publique. Elle a été établie à la suite de la parution du livre « La guerre invisible », et du rapport qui a suivi, qui a confirmé l'absence de structure dédiée pour le recueil des signalements. La cellule Thémis a fonctionné durant 10 ans sans nécessité d'en changer le fonctionnement, marque à la fois de sa pertinence et de son efficacité. Cependant,
des insuffisances subsistaient encore qui sont apparues au fur et à mesure de la pratique du traitement des signalements, et l'ensemble des mesures prises entre mars et juillet 2024 par le ministre visent à y répondre. Tout d'abord, la mise en œuvre de la cellule pouvait laisser penser qu'elle constituait l'acteur majeur de la lutte contre les VSS et démobiliser par là la chaîne de commandement. Ainsi, les seules statistiques évoquées par le président qui étaient remontées étaient les cas traités par la cellule. Le ministre a rappelé le rôle central du commandement et demandé à la cellule Thémis de suivre l'ensemble des cas survenus au ministère pour en établir un bilan, ce qui n'existait pas et ce que nous sommes en train de faire. Cette implication du commandement s'étend aussi dans le domaine de la prévention. Jusqu'à présent, les actions de sensibilisation et de formation, surtout effectuées par la cellule Thémis, ne dépendaient que de la sollicitation du bon vouloir des organismes, sans vision d'ensemble ni suivi, même si ces actions permettaient de former et de sensibiliser des milliers d'agents. Désormais, sous l'autorité du référent ministériel formation et sous la supervision de l'inspecteur général des armées gendarmerie, à qui le ministre a confié un mandat spécifique, une politique ministérielle est en cours de formalisation visant à former les chargés d'enquête de commandement, à systématiser la formation des référents VSS ou mixité dans les organismes, à sensibiliser tout cadre, notamment ceux prenant des responsabilités de management ou de commandement, et à éduquer nos jeunes recrues aux exigences comportementales de la vie en collectivité. Ces actions de prévention vont effectivement se concentrer sur deux cibles prioritaires, les écoles, d'une part, que vous avez mentionnées tous les deux, et d'autre part, le phénomène de consommation excessive d'alcool, facteur majeur observé dans la quasi-totalité des cas d'agression sexuelle. Ensuite, si la cellule a un rôle de vérification du bon traitement des signalements par les autorités hiérarchiques, elle ne dispose pas de l'autorité pour imposer des mesures et des sanctions. Les instructions ministérielles de mars 2024 et juin 2024, le guide disciplinaire de juillet 2024 permettent de répondre à ce constat. D'une part, les mesures conservatoires sont désormais bien plus normées et bien plus strictes. En particulier, le maintien de la victime à poste, Madame la Présidente, la mise en œuvre bien plus étendue de la suspension et la systématisation du signalement au procureur par le biais de l'article 40. D'autre part, un référentiel de sanctions a été établi, permettant une harmonisation entre armée, direction et service, mais aussi un durcissement de ces sanctions visant à les rendre plus dissuasives. Il s'accompagne de surcroît d'un droit d'évocation, permettant au ministre d'intervenir en dernier recours pour alourdir, si nécessaire, des sanctions lorsque le texte le permet. Enfin et surtout, la ligne directrice de l'ensemble des actions entreprises est de conforter la place de la victime au centre du dispositif. Il n'est en effet pas concevable de constater que des victimes sont déplacées, qu'elles partent en congé maladie, quittent l'institution, quand leur agresseur, lui, poursuit sa carrière. C'est pourquoi le ministre a demandé à chaque autorité d'établir un parcours d'accompagnement de la victime qui vise tout d'abord à préserver ses droits, mais aussi à la protéger de son ou de ses agresseurs et à lui assurer finalement les meilleures conditions de rétablissement. Ces mesures relatives aux sanctions et à la protection de la victime sont d'ailleurs la mise en œuvre de quelques-unes des recommandations du rapport de 2019 de messieurs les députés Lachaud et Lejeune sur la lutte contre les discriminations au sein du ministère. Le suivi des signalements et leur traitement que nous effectuons à la cellule Thémis permet de confirmer par des chiffres les changements induits d'emblée par toutes les mesures prises. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns suffisamment significatifs. Le nombre de flash events, vous savez que les flash events, ce sont les comptes rendus immédiats effectués par les organismes à destination de leurs autorités et du ministère, s'élevait en 2023 à 213 concernant les faits de VSS. En 2024, nous sommes à 454.
Bon, ces chiffres méritent d'être précisés. Ils traduisent en effet plusieurs facteurs nouveaux. Tout d'abord, il faut intégrer un changement de périmètre, puisque désormais, à la demande du ministre, nous prenons en compte tous les faits de VSS qui impliquent un agent du ministère, y compris hors service. Ces faits représentent à eux seuls désormais une centaine de flash events sur l'année 2024. Et à ces signalements, ces 454 signalements, il faut de surcroît ajouter les violences intrafamiliales, désormais prises en compte et qui représentent un volume très important sur lequel il va falloir désormais nous pencher. Ça représente un volume de 325 signalements en plus des 454 pour l'année 2024. Le deuxième facteur, c'est une libération de la parole qui est observée et qui est d'abord, je voudrais le dire, si je puis me permettre l'expression, une libération de la parole du commandement. C'est-à-dire que la chaîne hiérarchique rend désormais compte systématiquement de toute affaire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Selon le principe, on ne va pas embêter les chefs avec ces affaires qui finalement ne sont pas très graves, et donc on les passait sous silence et on avait tendance à les occulter. Ils ont bien compris désormais que toutes ces affaires, chacune avait leur importance et elles remontent systématiquement. Et cette libération de la parole du commandement, cette prise en compte de chacune des affaires, nous l'espérons bien, va aussi entraîner une libération de la parole des victimes. Les articles 40 ont été mis en œuvre en 2023 à hauteur de 49 signalements. En 2024, alors qu'il nous manque encore un certain nombre de chiffres de l'armée de terre, je tiens à le préciser puisqu'ils ont des volumes importants et qu'ils se penchent dessus, nous sommes à 255 signalements au procureur de la République. Quant aux suspensions, 4 avaient été décidées en 2023. Là encore, avec un semestre de l'armée de terre en moins, nous en sommes à 145. Enfin, alors que la protection fonctionnelle était accordée en moyenne à 45% des victimes qu'il a sollicitées ces dernières années, nous sommes en 2024 à 93% d'accord. La cellule Thémis que le ministre a voulu ériger en superviseur du traitement de tous les cas de violences sexuelles du ministère met actuellement en œuvre, en coordination avec l'ensemble des armées, directions et services, des méthodes de traitement et de suivi partagées, de façon à confirmer à la fois le nombre de signalements, qu'aucun ne soit laissé de côté, que nous parlions bien tous ensemble du même nombre de cas, et le suivi de leur traitement exhaustif. La cellule s'implique aussi dans le pilotage de la mise en œuvre de l'ensemble des 52 mesures fixées par l'instruction du 28 juin 2024, qui est en cours, et en rendra compte à M. Bernard Pêcheur dans le courant du mois de mars, et je lui cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Contrôleur général. C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Contrôleur général. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, comme l'a dit le Président de la Commission, j'ai eu l'occasion et je dirais l'honneur d'intervenir à plusieurs reprises devant cette commission. D'abord, quand j'ai remis un rapport qui est devenu le cadre, qui a permis de définir le cadre des associations professionnelles nationales de militaires, à la suite des condamnations de la CEDH, et le législateur s'est ensuite emparé du sujet. Et puis, comme président du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, sur un sujet qui, évidemment, vous tient à cœur et qui me tenait à cœur et qui continue à me tenir à cœur, à savoir la condition militaire et la fonction militaire dans tout ce qu'elle représente pour la République. Et puis, j'ai été nommé début 2020, président du comité d'éthique de la défense, et j'ai eu à ce titre l'occasion de vous présenter certains de nos avis. Donc j'ai été, comme le président l'a rappelé, j'ai été dans cette dernière fonction nommé le 30 septembre 2024 par le ministre des Armées à la tête du comité de suivi du programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, afin d'évaluer en toute indépendance, j'insiste sur ce mot, et j'y reviendrai si vous le souhaitez, les actions conduites en application de l'instruction ministérielle du 28 juin 2024, instruction qui a déterminé les mesures à prendre, les échéances et les autorités
chargé de l'exécution de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est donc en ma qualité de président de ce comité que je suis auditionné ce matin par votre commission. Le comité de suivi est constitué de l'officier général stratégie des RH de l'EMA, en qualité de référent ministériel formation, le général Jean-Philippe Crac, du directeur du lycée militaire d'Aix-en-Provence, le colonel Alain Walter. C'est important parce que le ministre a choisi un directeur d'établissement d'un lycée militaire, pas d'une école militaire, d'emblée pour saisir les problèmes, je dirais, qui se posent très tôt dans nos établissements. Il est constitué également des grands subordonnés et chefs d'état-major, du directeur du SSA, de la directrice des affaires juridiques, de la DRHMD, des IGA, des inspecteurs généraux des armées, Bruno Joquer, Sylvie Pérez et Monique Legrand-Laroche, qui avaient remis ce rapport qui, je dirais, a servi de base à l'élaboration du programme, ainsi que de la docteure Ghada Hatem, fondatrice de la maison Femmes Restart, avec laquelle le ministère a conventionné, et je dirais maison des femmes qui fédère l'action de 24 femmes, 24 associations sur le territoire national, et qui mène une action tout à fait remarquable, de l'accueil à l'accompagnement, je dirais, et aux soins apportés aux victimes. Donc ce comité, je dirais, de suivi a tenu sa première réunion le 11 octobre. Il a été installé par le ministre personnellement. Et je dirais, comme l'a dit le contrôleur général Lafourcade, la cellule Thémis, qu'il faut plutôt qualifier de Thémis nouvelle génération, Thémis NG. Dans les armées, on aime bien les acronymes, donc il y en a un nouveau qui vient d'être inventé, placé sous son autorité, a été renforcé et désormais positionné comme la tour de contrôle afin de mesurer les avancées, les retards et les manques dans l'exécution du programme. Le programme du 28 juin, dont le suivi est assuré par le comité, comporte 52 actions, le contrôleur général l'a dit, issues des recommandations du rapport du Collège des IGA du 10 juin 2024. Vous observerez qu'il a fallu assez peu de temps entre le rapport des IGA et, je dirais, la définition par l'instruction du 28 juin d'un programme très complet. Vous l'aurez compris, le comité de suivi doit s'en tenir au suivi et à l'évaluation de la politique publique et n'a pas à connaître des cas individuels, lesquels sont traités par le commandement ainsi que par la cellule Thémis. Depuis donc ma nomination, j'ai participé le 11 octobre 2024 à l'installation du comité de pilotage par le ministre et ensuite à plusieurs reprises à des réunions avec le contrôleur général et le cabinet du ministre. Quels sont les constats que j'ai pu faire ? Le premier constat est celui de l'engagement personnel du ministre afin de mener à bien ce programme. J'en veux pour preuve la signature par ses soins de 8 instructions, guides, conventions et décisions. 26 mars 2024, première instruction plaçant la victime au cœur du dispositif et préconisant le recours à l'article 40, la suspension ou la fermeté dans les sanctions pour le mis en cause ou la mise en cause. 12 avril 2024, mandat adressé au Collège des IGA sur les VSS. 28 juin 2024, deuxième instruction, fixant le programme de lutte contre les VSS à la lumière du rapport d'enquête des inspecteurs généraux du 10 juin. 16 juillet 2024, troisième instruction, établissant, et c'est assez essentiel, le guide disciplinaire pour les VSS. Suspension systématique de la personne mise en cause, régime des sanctions, articulation entre le disciplinaire et le pénal. 18 juillet 2024, signature de la convention cadre avec l'association Maison des Femmes Restart pour les actions de formation, de sensibilisation, ainsi que pour le signalement et la prise en charge des victimes. Madame la docteure Ghada Hatem, qui est à l'origine de cette fondation, a fait, je dirais, a exposé les conditions qui l'avaient amenée en tant que praticienne d'hôpitaux à, je dirais, assurer le premier accueil, les premiers soins. Et
quelque chose à quoi les victimes ne pensaient pas toujours. Je ne ferai pas de détails, mais à préserver les indices de toute nature permettant d'identifier les auteurs. Et puis de là, elle a poursuivi et continué ce travail avec les victimes qu'elle accueillait dans le monde civil. Et c'est à partir de cette expérience que, je dirais, s'est développée cette prise en compte, je dirais, dans 24 maisons sur le territoire national, et puis qui a suscité, je dirais, l'intérêt et l'attention du ministre. Le 30 septembre, je dirais, première réunion du comité de suivi. Un mandat adressé ensuite le 11 octobre aux inspecteurs généraux afin que soit menée une enquête dans les lycées, écoles et grandes écoles du MINARM, avec un point intermédiaire mi-novembre 2024, nous l'avons eu, et un rapport final fin mars 2024. Ce rapport sera remis au ministre, mais aussi au comité de suivi, qui se tiendra à la fin du mois de mars prochain. Enfin, lettre du ministre adressée le 13 novembre 2024 au nouvel inspecteur général des armées gendarmerie, le général Samuel Dubuis, lui demandant d'aider les armées, d'une part, à renforcer les enquêtes de commandement, en mettant en place des modules de formation intégrant notamment l'articulation entre les procédures administratives et judiciaires, et d'autre part, à constituer un vivier de réservistes qualifiés. C'est le premier constat. Donc, une application continue du ministre. Et j'en suis convaincu, un appui si je devais, je dirais, intervenir auprès de lui pour réorienter tel ou tel dispositif. Deuxième constat, l'homogénéisation nécessaire des qualifications opérées par le guide disciplinaire du 16 juillet, et ce, conformément aux recommandations du rapport d'enquête des inspecteurs généraux du 10 juin, doivent être traités comme des VSS et traités comme tels, bien sûr, les crimes, délits et fautes suivants: le viol, la pédopornographie, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la captation et la diffusion non consentie d'images à caractère sexuel, la captation sans diffusion d'images à caractère impudique et sexuel, l'exhibition sexuelle, l'outrage sexiste ou sexuel, l'injure ou la diffamation à caractère sexuel et sexiste. Troisième constat, les faits à réprimer sont les faits commis ainsi que ceux, nous insistons sur ce point, ceux commis en dehors du service, dont à connaissance, qui sont portés à la connaissance de l'autorité hiérarchique. En France, pour accéder à la fonction publique, militaire ou civile, il faut, je dirais, avoir des états de service, si je puis dire, exemplaires. Et peut-être plus encore dans des fonctions d'autorité ou des fonctions comme en uniforme. Je précise que la gendarmerie, toutes les violences intrafamiliales sont réprimées et sanctionnées sévèrement pour la gendarmerie. On voit bien la raison directe à cela. Mais on comprend que dans les armées, il en soit de même. La responsabilité à cet égard de la hiérarchie est donc la plus large possible dès lors qu'elle a connaissance des faits. Le quatrième constat, c'est le caractère novateur du pilotage du programme par une structure pérenne, collégiale, le comité, qui veillera au suivi de cette politique publique dans la durée et qui, je dirais, est appelé à vous rendre compte périodiquement, à votre demande, de l'état d'avancement du programme et des progrès, surtout, constatés. Cinquième constat, l'étendue du programme. Il concerne les 3 armées, les directions, formations et services du MINARM et du ministère des Anciens Combattants, ainsi que les établissements sous tutelle, y compris, ça vous le savez, les écoles. Il concerne, ce faisant, est-il besoin de le préciser, tant les personnes militaires que les personnes civiles, fonctionnaires,
contractuels, ouvriers de l'État, de tout rang et de toute catégorie. 6e constat, la mobilisation de la hiérarchie militaire et de la hiérarchie civile dans le pilotage par l'implication des grands subordonnés et des directeurs, dans la prévention, la protection des victimes, la sanction des auteurs, dont la responsabilité incombe désormais au commandement et à l'encadrement. On a donc dans la nouvelle configuration, d'une part, au plus près des hommes et des femmes, la hiérarchie directe, chargée de la mission prévention, détection, répression, accompagnement. D'autre part, Thémis NG, en charge de la supervision du programme et du secrétariat général du comité de suivi, mais aussi positionné comme maillon de dernier recours. Je précise que la mise en avant de la hiérarchie, et qui est, à mes yeux, bien nécessaire et bien naturelle, vise à bien investir cette hiérarchie de la pleine responsabilité. Mais n'est nullement, vous l'avez compris, un désaveu de l'action passée de Thémis. Le rapport du Collège des IGA du 10 juin dernier avait d'ailleurs souligné, je cite, « l'engagement inébranlable des 6 membres, femmes et hommes, composant, je recite encore, un collectif habité par le sens et l'importance de la mission. » Une mention de cette nature dans un rapport administratif est assez rare. Le 7e constat, c'est l'ampleur du programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, lequel comporte 4 axes, les mêmes qu'en 2014. Accompagner la victime, sanctionner, garantir la transparence, prévenir. Mais avec 52 actions détaillées, et pour qu'à chacune de celles-ci, un responsable, soit une autorité, soit la chaîne hiérarchique, et une échéance. 8e constat, le degré d'avancement du programme. Fin novembre dernier, 41 actions projetées sur 52 pouvaient être regardées comme réalisées ou en cours. 28 réalisées, 13 mesures en cours, 11 mesures encore à réaliser. Faute de pouvoir toutes les décrire, nous y reviendrons avec le contrôleur général de la Fourcade si vous le souhaitez, je citerai certaines des avancées les plus significatives. Thémis MG, placé sous l'autorité du contrôleur général, dont les effectifs ont été doublés, a été positionné comme superviseur et maillon de dernier recours indépendant de toute chaîne hiérarchique. S'agissant du réexamen des situations anciennes, plus de 40 victimes ont été recontactées. Il s'agit, et ça c'est extrêmement important, les femmes, parce qu'en l'espèce il s'agit de femmes, ont été, je dirais, sont doublement victimes. Et il est absolument nécessaire, y compris à titre rétroactif, si je puis dire, de les accompagner, de les aider, y compris en leur accordant, si besoin était, la protection fonctionnelle. La suspension des fonctions a été systématisée, de même que le recours à l'article 40 du Code de procédure pénale, des faits vraisemblablement susceptibles de constituer une infraction pénale en lien avec le service. Les signalements sur le fondement de l'article 40 du CPP, là je parle de l'état qui nous avait été remis en novembre, en octobre 2024, ont augmenté significativement, 150 signalements pour une période de 6 mois contre moins de 50 sur 12 mois l'année précédente. Autrement dit, les langues se délient, les affaires remontent et ne sont plus étouffées. L'accompagnement des victimes a fait un grand pas en avant avec la signature le 18 juillet 2024 de la convention cadre avec l'association La Maison des Femmes, Restart. De nouvelles conventions avec d'autres partenaires sont envisagées et 2 sont d'ailleurs à l'étude. Par ailleurs, point très important, le contrôleur général l'a dit, mais c'est tout à fait essentiel, la protection fonctionnelle est désormais quasiment systématiquement accordée. Autrement dit, le lien avec le service est présumé et, je dirais, la victime bénéficie de l'accompagnement complet, protection fonctionnelle, juridique et financière pour assurer la procédure. Une mission d'enquête dans les VSS, dans les lycées, écoles et grandes écoles du MINARM, lesquelles constituent un point d'attention majeur, vous l'avez souligné, mais c'est aussi notre sentiment, a été lancée le 10 octobre dernier.
Cette mission, qui rendra son rapport en mars prochain, doit notamment faire le bilan du plan d'excellence comportementale des lycées militaires de défense. La mise en place d'un module de formation aux techniques d'enquête en lien avec les services de l'inspection de la gendarmerie nationale est lancée avec le soutien de l'inspecteur général des armées gendarmerie. Un vivier d'enquêteurs réservistes est parallèlement en cours de constitution. C'était un point de fragilité dans le dispositif que la défenseur des droits avait à juste titre relevé. Je pourrais continuer à énoncer les avancées constatées, lesquelles ne constituent pas, vous l'avez compris, ni un rideau de fumée, ni un village Potemkin. Le 9e et dernier constat concerne les insuffisances à combler et les axes d'efforts à mener à bien. Tout d'abord, il doit être clair que ce programme couvre tous les services du ministère. Ce qui, je répète les propos du ministre, concerne tant la DGSE que les établissements sous tutelle du MINA. Le réexamen des dossiers anciens, qui constitue un socle de crédibilité pour les actions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et une réparation à l'égard des victimes, doit être absolument mené à son terme. Un angle mort doit être, à mon sens, couvert. Il s'agit des camarades ou collègues de la victime et ou de l'auteur présumé. Les collègues ou camarades doivent être informés de la situation, du sens des mesures prises, notamment du sens de la suspension, qui est une mesure conservatoire qui n'affecte en rien la présomption d'innocence. Une communication en direction des intéressés, des collègues et des camarades, une communication appropriée est absolument indispensable. La consommation d'alcool et de stupéfiants est une des causes importantes du nombre de signalements. Elle est à combattre et à sanctionner lourdement, notamment dans les écoles, mais aussi bien sûr dans les unités. La formation est un élément clé de la prévention dans les écoles et centres de formation. L'analyse statistique est indispensable pour tirer des conclusions précises et sanctionner les comportements incompatibles avec l'état militaire. Les cas équivoques doivent être analysés avec soin et une doctrine reste à établir pour les cas de sanctions pénales relatifs à des faits sans lien avec le service, mais qui évidemment rétroagissent avec le service et doivent rétroagir avec le statut de l'intéressé. Un dernier point mérite une attention particulière. On a beaucoup, et à juste titre, parlé des violences sexuelles à l'égard des femmes, mais il doit être clair que l'objectif du plan concerne toutes les VSS, hétéros comme homosexuels. VSS qui doivent être prévenus, sanctionnés, traités, en plaçant les victimes au centre. Je terminerai en citant le rapport d'enquête du Collège des IGA. Je cite, « Au cours de cette mission d'enquête, le ministère des Armées et les armées elles-mêmes se sont livrées à une introspection parfois difficile mais salutaire qui pourrait inspirer d'autres administrations. » Fin de citation. Telle est également ma conviction. Je réunirai le comité à la fin du mois de mars prochain. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président du comité de suivi, Monsieur le Contrôleur général des armées. Quelques remarques peut-être avant de donner la parole à nos orateurs de groupe. On a beaucoup parlé à travers ce document de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et je salue comme vous l'association de Radatem sur ces questions-là. Pour autant, il s'agit aussi de passer de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à une dimension de la culture de l'égalité. Et donc, quand vous parlez, moi je reste un peu en reste sur les questions de formation, c'est-à-dire que j'ai bien entendu l'engagement et la mobilisation. Pour autant, c'est pas parce qu'on est mobilisé qu'on a compris la transformation. Pour exemple, je suis cette année auditrice de l'IHEDN et j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de vos confrères. Et lorsqu'on parle de ces sujets-là, et notamment sur la culture de l'égalité, j'ai quelquefois des réponses assez surprenantes qui me disent « Mais vous comprenez, moi je travaille la parité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai 4 filles. » Voilà. Donc, ce qui montre un peu l'écart entre la culture de ce que c'est véritablement que les besoins qu'on a. Et donc, du coup, il me semble qu'il y a, puisque vous êtes en charge du comité de suivi, un pas entre
le fait de se saisir du sujet et d'aller dans une transformation réelle des pratiques et du portage. Et donc peut-être que comme on connaît la BITD sur la base industrielle technologique de défense, transformer peut-être vers la BITC qui serait la cybersécurité pour en tout cas le côté des femmes, ou BIT lié à l'égalité. Bon voilà, quelques suggestions. Mais je propose, vous aurez l'occasion de répondre puisque nous avons nos orateurs de groupe et quelques questions pour démarrer le Rassemblement national avec Michel Martinez. Monsieur le conseiller, monsieur le contrôleur général, permettez-moi tout d'abord de saluer au nom de mon groupe vos travaux. Comme vous le rappelez, oui, il y a des cas de violence sexuelle et sexiste dans les armées. Oui, la parole n'est pas encore totalement libre. Ces violences concernent des hommes comme des femmes militaires. Votre rapport était donc très attendu et il est édifiant. Comme tous les autres secteurs de la société, les armées sont confrontées à des cas problématiques. Il n'y a pas de violence sexuelle systématique propre au monde militaire. Nos armées sont affectées par ce problème, comme toutes les autres organisations, et c'est tout à leur honneur de vouloir y faire face. Dans votre rapport, votre analyse des causes, et notamment de l'effet de groupe, a retenu toute notre attention. Vous rappelez à juste titre que nos militaires passent une part essentielle de leur vie ensemble et que souvent les rencontres et les unions se nouent dans le cadre professionnel. Cette situation n'a rien de condamnable, mais elle peut conduire à des déportements qui, eux, ne sont pas tolérables. La position de mon groupe est claire. Comme pour toute autre organisation professionnelle, les cas de violence sexuelle et sexiste, dès qu'ils sont connus, doivent faire l'objet d'une réponse judiciaire. Chaque victime doit être libre de porter plainte et parallèlement, la présomption d'innocence des suspects doit être respectée. La réponse RH militaire au cas de VSS quand ils sont avérés est plus délicate. Votre rapport livre plusieurs pistes intéressantes. Tout d'abord, la cellule Thémis qui a montré sa pertinence et son efficacité doit être renforcée et mon groupe y veillera dans le cadre du prochain débat budgétaire. L'harmonisation des pratiques doit également être renforcée car, comme vous le rapportez, elle peut varier d'un chef de corps à l'autre. La diffusion d'un protocole précis à destination des chefs de corps serait donc la bienvenue. J'ai également noté que sur la base des données statistiques, vous insistiez sur le cas constaté chez les militaires de rang. L'un de mes collègues reviendra sur ce sujet. Je pense cependant que tous les grades sont concernés, d'où l'importance de la sensibilisation que vous effectuez dans les écoles. Je rappelle qu'il y a des femmes députées et qu'il y aura probablement une présidente de la République, chef des armées. Je tiens dans le même temps à souligner que l'immense majorité de nos militaires n'ont rien à se reprocher et je salue les efforts constamment rappelés par les chefs d'état-major pour lutter contre les VSS au sein de nos armées. Ma question, messieurs, portera sur un des points de votre rapport, celui de la radiation des cadres et la dégradation par les auteurs de VSS. Pouvez-vous nous préciser comment vous imaginez leur mise en œuvre ? La radiation et la dégradation peuvent-elles intervenir en amont d'une condamnation judiciaire éventuelle ? Je vous remercie. Merci. Là, je vous rappelle, pour les orateurs de groupe, c'est 2 minutes. Là, on arrive à 3 minutes. C'est un peu beaucoup. Je suis désolé. La parole est à vous. Merci, Madame la députée. Votre question relative à la radiation des grades, ou à la radiation des cadres, pardon, ou à la dégradation. On n'a pas encore eu l'occasion, on n'a jamais eu l'occasion de mettre en œuvre la dégradation d'une personne, d'un cadre convaincu de VSS. En revanche, les armées, sans même attendre évidemment la décision de la justice, d'un point de vue disciplinaire, comme ça a été demandé d'ailleurs par le défenseur des droits, mettent en œuvre leurs propres sanctions. Et on a considérablement augmenté le nombre d'envois devant des conseils d'enquête. Le conseil d'enquête, c'est la procédure qu'on met en œuvre visant à radier des cadres, les personnels. Donc en fait, on l'avait très peu fait jusqu'à présent. Il y a eu une quinzaine d'envois en conseil d'enquête qui ont été réalisés l'année dernière, en attente des chiffres définitifs. Je ne les ai toujours pas. L'autre constat qu'on fait, donc là, évidemment, c'est en œuvre. Le conseil d'enquête
présente une difficulté pour sa mise en œuvre, en ce sens que la procédure en est extrêmement lourde et susceptible de multiples recours. Et du coup, il y avait des réticences à la mettre en œuvre. Et il a été demandé simultanément, c'est en cours de proposition, c'est en cours d'élaboration par la DRHMD, d'alléger la procédure du conseil d'enquête pour qu'il soit beaucoup plus facilement mis en œuvre. Donc le but est vraiment là, c'est de pouvoir, sans difficulté, aujourd'hui procéder à la radiation de cadres convaincus de violences sexuelles et sexistes. Maintenant, le constat que je fais avec une certaine satisfaction, c'est que nous avons des cadres qui n'attendent pas le conseil d'enquête et qui partent d'eux-mêmes. Voilà, on en a eu un certain nombre l'année dernière. Suite à l'enquête conduite, ils ont préféré quitter l'institution d'eux-mêmes. Voilà, ce qui me paraît une excellente démarche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée, rien n'oblige l'autorité disciplinaire à attendre l'issue de la procédure pénale si, je dirais, une plainte a été déposée. Je dirais, il y a une autonomie, même une, je dirais, indépendance, qui permet de sanctionner d'emblée, et pas seulement à titre conservatoire, l'auteur qui serait regardé comme l'auteur avéré par l'autorité hiérarchique, qui peut et qui doit sanctionner. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la question de l'harmonisation des sanctions est une question tout à fait importante. On ne peut pas imaginer que dans les armées, je dirais, où règne, comme dans les autres, je dirais, ensembles publics, comme dans la fonction publique, le principe d'égalité de traitement, il y ait des différences, je dirais, dans la sanction, dans les sanctions prononcées par le commandement. Et le ministre avait pu constater, je crois que l'inspection générale avait pu constater que des sanctions du premier groupe, extrêmement faibles, avaient été prononcées pour des actes qui étaient plus que répréhensibles, plus que fautifs. Le ministre a donc, je parle sous votre contrôle, mais ma science est neuve, décidé que l'ensemble des sanctions prononcées en matière de VSS ne pouvait être que du deuxième ou du troisième groupe. L'idée étant bien d'harmoniser et de durcir. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse. Merci beaucoup. La parole est à Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Bonjour à toutes et tous, présidente, président, monsieur le conseiller, monsieur l'inspecteur général. Notre groupe se félicite de la tenue de cette audition que nous avions demandée. Nous regrettons l'absence de beaucoup de nos collègues, notamment masculins, sur ce sujet essentiel des violences sexistes et sexuelles dans l'armée. L'an dernier, le MeToo des armées a éclaté suite au courageux témoignage de plusieurs femmes militaires victimes d'actes criminels. Ce n'est pas la première alerte. En 2018, le journal Libération avait déjà publié une enquête sur le sexisme systématique ayant cours au lycée militaire de Saint-Cyr de la part d'élèves dits tradis. Suite à cela, la Commission de la Défense nationale avait créé une mission dont j'étais co-rapporteur sur les dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des armées. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Nous avions formulé à l'époque une soixantaine de recommandations sur les discriminations de tout ordre, et notamment sur les discriminations et violences à l'égard des femmes. 6 ans plus tard, en entendant les constats que vous venez de faire, les annonces que vous venez de faire, il est peu de dire que les choses n'ont guère avancé. Certes, les effectifs de la cellule Thémis ont un peu augmenté. Des directives de fermeté ont été redonnées à nouveau. Un violentomètre est maintenant affiché. Néanmoins, les chiffres sont là, accablants. Un viol toutes les 2 semaines. Une agression sexuelle tous les 5 jours. Un tiers des femmes militaires qui ont déjà été victimes de VSS au sein du ministère des Armées. J'entends les bonnes intentions et les bonnes paroles émanant des hautes autorités jusqu'aux assurances du ministre. Elles sont importantes, elles sont essentielles. Mais elles ne sont pas suffisantes pour éradiquer ce fléau qui brise tant de vies de femmes, tant de carrières militaires de femmes. Vous avez refusé de reprendre la recommandation de notre rapport sur la création d'un ombudsman
parlementaire sur les questions de violences faites aux femmes. Donc la question qui se pose naturellement est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que cette fois-ci, la mesure du fléau a été prise? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que cette fois, des actions d'envergure vont être menées pour la prévention de ces actes? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que dorénavant, c'est l'agresseur qui va sortir du rang et non pas la victime? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que les annonces que vous venez de faire ne sont pas, une fois de plus, un écran de fumée? Merci, messieurs. La parole est à vous. Voilà en premier. La question que vous avez posée, monsieur le député, je me la suis posée et les inspecteurs généraux des armées se la sont posée. Qu'est-ce qui nous garantit que ce programme réussira après le discours fondateur de Jean-Yves Le Drian? J'ai relu ce discours absolument remarquable. Il n'y a rien absolument à retirer. Et je connais Jean-Yves Le Drian, sa volonté était ferme, sincère, totale. Ce discours du 15 avril 2014 était sans équivoque, en effet, je le cite, « Les agissements dont nous parlons ici, et quel que soit leur nombre, sont absolument intolérables. Ici comme ailleurs, ici sans doute encore plus qu'ailleurs, tant les armées ont vocation à être exemplaires, tant l'honneur est la vertu cardinale du militaire et la fraternité d'armes, une exigence absolue. » Je me suis moi-même posé cette question. Les dénonciations récentes de violences sexuelles et sexistes au sein du ministère, en particulier dans les armées, jettent un trouble et questionnent l'efficacité du dispositif mis en place en 2014. Qu'est-ce qui fait que l'histoire ne se répétera pas? Les IGA se sont posés exactement la même question. Je les cite. « D'où vient ce sentiment d'inachevé après 10 années de lutte contre les violences sexuelles et sexistes ?» Ils font tout d'abord un double constat pour essayer de répondre. Au cours de cette mission, dit-il, n'ont été rencontrés ni déni, ni résignation, et encore moins complaisance. Aucun des chefs d'état-major n'esquive la responsabilité première de la chaîne du commandement. Mieux, il la revendique. Les ministres qui se sont succédés depuis 10 ans ont tous eu un discours sans concession et mobilisateur envers les VSS. Ça, c'est le premier constat que font les IGA. Le second, et ils disent « On ne peut pourtant nier qu'il existe encore des dysfonctionnements dans la détection des violences sexuelles et sexistes, des hésitations dans leur traitement, quand ce n'est pas une méconnaissance de ce qu'elles recouvrent. Ce sont ces manques que la mission d'enquête a cherché à identifier, même si elle ne rend pas justice de tout ce qu'on peut rencontrer de positif et d'exemplaire dans les armées. » Selon les IGA encore, le discours du ministre de la Défense en 2014 a posé des fondations qui n'ont pas été suffisamment déclinées. Voilà le constat qu'ils font. C'est ainsi que les recommandations formulées ont vocation à être déclinées en feuille de route pour les grands subordonnés du ministre, les armées, directions et services, avec un bilan semestriel de leur mise en application devant le ministre et le comité exécutif du programme de lutte contre les VSS. Voilà ce qui va changer et ce qui est encore de changement. Nous avons désormais un programme, 52 actions précises dont nous pouvons rendre compte, avec des responsables nommés et des échéanciers, et un comité de suivi présidé par une personnalité indépendante. J'y reviendrai si vous le souhaitez, monsieur le député. Je crois que c'est important. Vous avez le droit de vous poser cette question. D'ailleurs, la représentation parlementaire a ce droit et même cette obligation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur. Pour les socialistes, Aurélien Rousseau, je vous remercie de garder... Oui, c'est moi qui laisse la parole, monsieur. Donc, absolument, oui, je donne la parole à monsieur Rousseau pour les socialistes. Pardonnez-moi, nous répartissons la parole. Voilà, je vous remercie. Monsieur Rousseau, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président Pêcheur, Monsieur le Contrôleur Général. D'abord, peut-être redire au Président Jean-Michel Jacques que je trouve que son intervention du début était
importante est de placer la notion, il a commencé par la notion de fraternité d'armes, qui est une notion parfois un peu viriliste, et je pense qu'il est très important de la placer sur cet élément-là, et quand on parle de violences sexuelles et sexistes dans les armées, que c'est aussi au cœur de cette idée de fraternité d'armes. Peut-être trois remarques et trois questions. Évidemment, la première sur la facilitation, et j'allais dire, pardon du terme qui peut paraître à double tranchant, de la banalisation, me semble-t-il, des signalements. Vous avez dit, mais je trouve peut-être encore, permettez-moi de le dire de manière trop générale, et la question de la présidente Rioton me semble essentielle sur ce que l'on fera vers les écoles, et vers les écoles notamment de commandement, parce que là aussi c'est quelque chose qui doit passer, puisque selon un vieux principe tactique, l'escalier se nettoie par le haut. Deuxièmement, est-ce que vous avez une typologie d'ores et déjà des risques ? On sait par exemple, j'imagine que dans les sous-marins, on a une capacité de signalement et voilà, qui est différente. Donc quelle est la typologie des risques ? Deuxième remarque, je me réjouis de ce qui est donné sur le chiffre de 93% sur la protection fonctionnelle, mais je pense que ça signifie du coup que la notion même de protection fonctionnelle, je n'oserais pas revenir sur ça devant le président Pêcheur, mais normalement elle ne se déclenche qu'à partir du déclenchement d'actes de procédure, donc ça veut dire que vous avez une définition plus large, mais est-elle effectivement cadrée ? Et le troisième point, c'est évidemment sur la typologie, là aussi, de connaître mieux. Vous avez cité des chiffres importants, et en tout cas en augmentation sur la perte de grade ou les suspensions, mais aussi les radiations des auteurs de violences, pour voir où se situent les risques. Et je pense en effet que le fait de mettre ça dans l'évaluation des chefs de corps et de toutes les étapes du commandement est un élément décisif. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur l'inspecteur général. Merci, Monsieur le député. Concernant la typologie des risques, elle est pas très difficile. Elle ne peut pas être établie. Le constat que je fais depuis que je suis à la cellule Thémis, c'est que les violences sexuelles, c'est un phénomène qui est réparti dans toutes les armées, direction de service, toutes les catégories, tous les grades. Voilà, à peu près à proportion. Ça se trouve évidemment plus chez les militaires du rang, mais personne n'y échappe. Donc en fait, on n'a pas de focalisation des mesures de prévention. Je me refuse à ça d'ailleurs sur des secteurs particuliers. En fait, il faut vraiment que tout le monde soit sensibilisé. Et effectivement, ça commence dans les écoles de formation. J'ai fait une première intervention devant les élèves et les cadres de l'école de santé des armées à la demande de son directeur central. C'était la première fois que nous intervenions devant des élèves, avec évidemment des mesures de sensibilisation qui sont un peu différentes de ce qu'on fait avec les cadres. Concernant la mesure de protection fonctionnelle, en fait, on arrive à ce chiffre de 93% en élargissant la notion de lien au service. La protection fonctionnelle est vraiment liée au lien au service. Et donc, on considère que de près ou de loin, ça peut être effectivement rattaché à l'exécution du service. C'est cette vision plus élargie de ce lien au service qui permet de voir ces chiffres-là. Enfin, concernant tout ce qui est évaluation des chefs de corps, c'est-à-dire en fait de l'ensemble des responsables, des directeurs, des commandants de formation administrative, vous avez raison de le souligner, c'est le message que je fais passer quand je fais des séances de sensibilisation, parce que j'interviens devant les futurs chefs de corps, les futurs attachés de défense, etc. Je leur dis que statistiquement, de toute façon, ils vont être confrontés à des phénomènes de violence sexuelle et sexiste, qui ne seront pas jugés sur le fait que ça arrive dans leur unité, parce que c'est leur crainte. Je vais faire remonter un problème dans mon unité. Je dis non, statistiquement, on sait bien que vous risquez d'être confronté à ça. En revanche, vous allez être jugé sur la façon dont vous avez traité ces faits. Voilà. Et ce qu'on leur demande, c'est de prendre en compte ces faits de la même façon qu'un décès dans l'unité. C'est la seule analogie que je puisse leur faire. Je dis, tout ce que vous aviez d'urgent
et d'important, vous allez le laisser de côté, parce que tout le temps que vous n'avez pas consacré à la victime, eh bien, vous reviendra ensuite ultérieurement et vous demandera beaucoup plus de temps et d'énergie. Donc, d'emblée, il faut pouvoir prendre à sa juste mesure ces cas-là dans votre unité. Merci. La parole est à Alexandra Martin pour le groupe La Droite Républicaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Contrôleur Général, Monsieur le Conseiller. Les violences intrafamiliales, vous en avez parlé, sont un fléau qui n'épargne personne et les armées ne font malheureusement pas exception à ce constat. Vous avez évoqué 325 signalements. Présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales, lors de la précédente législature, j'ai auditionné de nombreuses associations, institutions, victimes, fondations, qui toutes ont effectivement évoqué une libération de la parole, mais également un manque de transversalité entre les acteurs et les partenaires qui aujourd'hui fait encore obstacle à une bonne appréhension de cette problématique. Vous nous dites que les tabous tombent, et c'est tant mieux. Néanmoins, la plupart des épouses de militaires ayant subi des violences conjugales témoignent encore d'un sentiment d'isolement qui s'installe, notamment au fur et à mesure des déplacements et des mutations de leur mari, et puis aussi parce qu'ils font partie d'un microcosme dans lequel les problèmes restent encore trop passés sous silence. Si des plaintes pour vifs sont déposées par les victimes, elles restent bien sûr dans le domaine du droit commun. Vous avez évoqué, monsieur le conseiller, des sanctions, une autonomie. Est-ce que ça vaut également dans le cadre des violences intrafamiliales ? Ne serait-il pas opportun également d'adapter une communication envers les familles de militaires afin de les sensibiliser aux comportements, aux outils qui existent pour être mieux outillés face aux violences intrafamiliales et encore davantage libérer la parole. Enfin, au gré des déménagements des familles, je pense notamment à la gendarmerie. Est-ce que vous avez mis en place un protocole qui permet de suivre ces familles et ces victimes? Je pense par exemple à la Maison des femmes. Comment accompagnez-vous ces victimes? Et est-ce que vous avez aussi mis en place un processus de détection des violences intrafamiliales au sein des corps des armées? Je vous remercie. Merci, messieurs. Je vais commencer de répondre à Madame la députée. La question des violences intrafamiliales est un phénomène effectivement de société. Mais quand on dit ça, ce n'est pas pour évacuer le problème. Je dirais, dans la gendarmerie, comme dans les armées, et comme, je dirais, dans certaines professions qui sont exposées, en quelque sorte, non pas aux violences intrafamiliales, mais qui sont très en vue, je dirais, c'est quelque chose auquel l'autorité hiérarchique ne peut pas être, je dirais, insensible. Et l'intention, évidemment, du ministre, c'est bien en clair, je l'ai dit, d'intégrer les violences intrafamiliales, dès lors qu'elles sont portées à la connaissance du commandement, dans le champ de la répression disciplinaire. Alors, est-ce que l'autorité hiérarchique, est-ce que le commandement est, je dirais, aussi bien armé pour réprimer ces infractions, ces délits, voire parfois ces crimes, je dirais, lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, au sein du foyer. Les moyens d'investigation du commandement ne sont pas les mêmes. On change de monde. En ce que, je dirais, le recueil des preuves. Mais ensuite, qui appartient, je dirais, pour le coup, à l'autorité judiciaire et, je dirais, à la police judiciaire d'abord. S'agissant des sanctions, en revanche, dès lors que ces violences intrafamiliales sont avérées, la sanction est indépendante et elle peut tomber. Hein, je veux dire, elle doit tomber. Voilà ce que je pouvais vous dire, sachant que, évidemment, la volonté me semble sincère et quelque part partagée, parce que nos concitoyens ne comprendraient pas que rien ne soit fait dans cette direction.
que des progrès doivent être encore faits. S'agissant de la gendarmerie, elle n'est pas dans le champ du comité de suivi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et ce que j'en sais, il se trouve que je suis colonel de réserve de la gendarmerie, colonel de la réserve citoyenne, mais j'ai une longue habitude de la gendarmerie. C'est à la fois des enquêtes conduites, et ils ont quelque part professionnellement, je dirais, le savoir pour conduire des enquêtes, y compris des enquêtes de commandement. C'est plutôt sur eux qu'on doit prendre modèle en termes de conduite. La gendarmerie est assez exemplaire et ferme sur le sujet. Et d'ailleurs, il faut bien voir qu'en gendarmerie, on est en caserné la plupart du temps. Donc le retentissement et l'impact, je dirais, est beaucoup plus immédiat que dans les armées où il peut y avoir effectivement séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En gendarmerie, c'est beaucoup plus difficile. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Madame la députée. Les VIF sont vraiment un phénomène nouveau que nous intégrons dans notre périmètre de compétences. Nous ne savons pas encore très bien où s'arrêtera notre possibilité d'action, puisque effectivement, ça relève de la vie privée et que nous ne pouvons pas conduire d'enquête de commandement pour déterminer la matérialité des faits. En revanche, le constat que nous faisons, c'est que les femmes entre elles connaissent la cellule Thémis et n'hésitent pas à y recourir. Donc nous avons très régulièrement des appels dessus. Pour le moment, on n'a pas de communication institutionnalisée vers les familles, on n'a pas de protocole de suivi après les déménagements, mais c'était l'un des objectifs de signer une convention avec la Maison des Femmes parce qu'il y a cette couverture du territoire qui permet effectivement de continuer à bénéficier de leur structure d'accueil. Nous abordons en fait très concrètement les VIF sous deux angles. D'une part, avoir, on va dire, un militaire qui est violent envers sa femme, eh bien, ça va nous inciter à vérifier qu'il n'a pas le même type de comportement dans l'exécution du service, évidemment. Donc, évidemment, c'est un signal d'alerte. Et donc là, on va porter une attention toute particulière à ce cadre-là, à ce personnel-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a rétabli en quelque sorte une notion qui existait avec le feu, le règlement de discipline générale dans les armées, c'est-à-dire qu'on considère désormais que les violences intrafamiliales, à l'instar de la gendarmerie, constituent une atteinte au renom de l'armée. Voilà. Et à partir de là, nous sanctionnons les auteurs. Voilà. Et l'ensemble des chefs d'état-major d'armée le font désormais. Merci infiniment. La parole maintenant pour le groupe des écologistes et sociales par Catherine Hervieux. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs, je constate que nos auditeurs sont des hommes. La présence d'une femme aurait été appréciable pour parler des VSS, même si évidemment, messieurs, vos compétences et votre investissement sont bienvenus. Je constate aussi que les commissaires femmes se sont particulièrement mobilisés pour cette audition, ce qui est un indicateur quant à l'intérêt de certains de nos collègues hommes sur ce sujet. Les VSS visent également des femmes et des hommes dont l'homosexualité ou le changement de genre sont souvent stigmatisés. La féminisation des armées et des postes de direction sont des éléments complémentaires à la prise en compte des violences au sein des armées. Le rapport de juin dernier sur les VSS au sein des armées révèle un travail considérable à entreprendre et l'existence de la cellule Thémis est un signe encourageant. Je veux mettre en avant la question de l'exemplarité, puisqu'elle est un des piliers des armées. Lors des perpétuations de VSS, cette question n'entre pas en compte dans leur traitement, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Également, une prise en compte de l'effet de domination, de hiérarchie dans vos études et les méthodes mises en place pour ouvrir l'écoute et la parole des victimes apparaissent indispensables. Par exemple, l'effet de camaraderie et la solidarité entre pairs peuvent aussi impacter la possibilité de dénoncer des actes de VSS auprès de sa hiérarchie. Autre chose, et ça a été évoqué, la formation initiale et continue du début à la fin de la carrière ainsi que l'accompagnement des victimes, on le sait, constituent des actions efficaces qui s'inscrivent dans différentes durées en termes de résultats.
Plusieurs pistes permettraient de renforcer certains aspects de la prévention, comme par exemple de lutter activement contre l'abus d'alcool et de stupéfiants en milieu militaire, souvent associés au cas de VSS. Cela a été évoqué, d'investir dans la formation continue qui nécessite un cadre mieux structuré et des outils modernisés pour être pleinement efficaces. Ça a été évoqué aussi. De ce point de vue-là, qui sont vos formateurs et qui forment vos formateurs ? J'ai une dernière remarque sur le recours limité des signalements de VSS par l'employeur au titre de l'article 40. Les données sont indisponibles pour la période de janvier à mai 2024. Oh, j'ai encore un peu de temps. Vous êtes à plus 30 secondes, ma chère collègue, donc plus 36 secondes, donc je pense que vous avez largement dépassé. Il y a eu des précédents et une jurisprudence, monsieur le Président. Oui, allez-y. Je finis. Et donc, justement, merci pour vos précisions et vos chiffres. C'est important de se dire merci. Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est de pouvoir laisser la parole à l'ensemble de nos collègues dans le temps qui nous est imparti. Donc, c'est en rien pour vous empêcher de vous exprimer, mais pour bien distribuer la parole entre chacun et de façon équitable. À vous la parole, messieurs. Merci, Madame la députée. Pour votre question relative à la formation, qui, vous l'avez compris dans mon propos liminaire, est d'abord un pan majeur de l'action de la cellule Thémis et surtout l'un des axes prioritaires du plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avec un champ qui est complètement défriché. Ce que je dis, on va passer de l'artisanat au professionnalisme dans ce domaine-là. Et on a plusieurs étages de formation à dispenser. Le premier étage qui a été identifié, c'est déjà la formation des enquêteurs qui sont chargés d'établir la matérialité ou pas des faits. Et là, on va recourir au service de la gendarmerie qui, d'une part, a été formé à l'accueil des victimes de VSS et, d'autre part, sait comment conduire des entretiens. Et donc, on va professionnaliser l'ensemble des enquêteurs des inspections, de l'ensemble des inspections, ainsi qu'un vivier de réservistes, anciens généraux, anciens colonels qui seront sollicités pour ça. Et enfin, tout ce qui est commandant en second dans les unités, qui sont en général ceux qui sont dédiés à, lors de cas de VSS, à conduire l'enquête. Le deuxième étage derrière, ça va être la formation de l'ensemble des relais, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les formateurs relais, les référents mixité, égalité, les présidents de catégorie, les représentants du personnel, qui vont d'abord faire descendre les messages concernant la prévention des violences sexuelles et sexistes, et surtout recueillir les signalements et les faire remonter. Ces gens-là bénéficient d'une journée de formation, c'est la cellule Thémis qui s'en occupe. On formait en gros 300 personnes par an. L'objectif fixé est de former les 2000 qui sont en poste. En gros, 1000 par an. Donc on va plus que tripler les effectifs de formation de façon à ce que tout le monde soit formé et que ces personnels-là soient suivis. Le troisième étage, c'est la sensibilisation des cadres. Tout cadre prenant des fonctions de commandement ou de management doit recevoir une séance de sensibilisation au VSS. Et c'est la cellule Thémis qui s'en occupera aussi. Et enfin, le dernier étage, c'est ce qu'on a appelé l'éducation. C'est en fait les formations à la mixité, à la camaraderie, dispensées dans l'ensemble des écoles, l'ensemble des centres de formation initiale, pour l'ensemble des armées de direction et services, pour tout le personnel civil. Et je rajouterai un étage supplémentaire, c'est-à-dire que la cellule Thémis et les acteurs majeurs se font eux aussi former par des associations civiles en particulier. C'est comme ça que la Maison des Femmes nous a dispensé des formations extrêmement pointues, extrêmement techniques, qui vont nous permettre, nous, ensuite, de diffuser cette formation-là. Merci. La parole est à Josie Pouetto pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, ravie, chère Véronique, de partager ce moment. Merci d'avoir répondu, messieurs, présents à l'invitation commune donc, de notre commission de défense et de la délégation aux droits des femmes. Près d'un an après ce qu'on a appelé le MeToo des armées, vos analyses de l'évolution de la situation sont importantes parce que nous sommes face à un sujet particulièrement grave. Tout le monde ici se souvient de l'onde de choc, notre collègue Bastien Lachaud l'a évoqué tout à l'heure, qu'avait provoqué au printemps dernier le témoignage courageux de Manon Dubois.
ancienne militaire de la Marine nationale, en révélant les agressions sexuelles qu'elle avait subies à bord d'un navire. D'autres femmes militaires avaient pris la parole pour dénoncer des faits comparables et j'ai pu me rendre compte lors de l'enquête en étant à vos côtés lorsque je suis allée effectivement à Toulon, voir participer rencontrer des femmes militaires sur un navire. Dès l'alerte engagée par ma collègue Laetitia Saint-Paul, que je salue, j'avais participé aux premières réunions de travail à la demande du ministre qui avait enclenché la mission d'enquête. Nous étions tous bouleversés. Permettez-moi de profiter de cette audition pour saluer l'engagement sans faille de Sébastien Lecornu sur ce sujet. Très réactif, il n'a jamais sous-estimé la réalité des situations et s'est montré à la fois exigeant et intransigeant. Mais surtout, je voudrais aujourd'hui adresser un message de soutien à l'ensemble des victimes au nom de notre groupe démocrate que je représente. Elles ne sont pas seules. La nation et les armées doivent formellement le rappeler. Pour moi, un militaire doit protéger, jamais agresser. C'est un devoir, un honneur et rien, absolument rien, ne doit permettre de détourner le regard sur les drames qui se jouent. Vous avez déjà répondu à 2 questions que j'avais repérées, donc je vais me permettre d'en poser 2 autres. Pour savoir, s'il vous plaît, où nous en sommes de la constitution d'un réseau de référents au sein de la chaîne hiérarchique en s'appuyant sur le maillage territorial des unités. De même qu'on en est là pour limiter le départ des victimes de VSS de l'institution en veillant à la reconstruction de la réhabilitation psychosociale et en cas de départ souhaité, les accompagner dans la démarche de reconversion. Je vous remercie. Merci, messieurs. Merci Madame la députée. Concernant le réseau de référents, en fait, c'est celui que je viens d'évoquer concernant la formation. Ce sont les 2000 référents en mixité en particulier, chargés de relayer les mesures de prévention, mais aussi surtout de faire remonter les signalements. Jusqu'à présent, on formait selon le bon vouloir des organismes qui nous envoyaient leurs volontaires, en gros. Aujourd'hui, on va systématiser en fait cette formation pour un réseau qui est déjà en place. Donc on va s'appuyer sur cette structure de 2000 référents, 2 personnes en fait pour chacun des 1000 organismes de la défense, et ils seront suivis dans la durée avec des attestations de formation et avec une mission clarifiée sur leur rôle de prévention et de remontée des signalements. Ils sont identifiés, l'instruction est en cours de rénovation, la formation a commencé. Enfin, limiter le départ des victimes, c'est ce que je vous disais, oui, ça c'est l'action majeure. Et je répondrai d'ailleurs là-dessus à M. Bastien Lachaud en disant qu'est-ce qui a changé. Et je pense que ce qui a majoritairement changé, c'est ça. Je vais même pas caricaturer. Un cas de VSS, c'est en général un personnel expérimenté, plus gradé, ancien dans le service, qui s'attaque à une jeune recrue qui vient d'arriver dans le service, qui n'a pas d'expérience, peu gradée, qui ne connaît pas encore les codes. Et évidemment, pour le chef, quand on lui dit « il faut séparer les deux », eh bien, il a tendance à garder le personnel expérimenté et à se séparer de la personne qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, il est soumis un petit peu à une sorte de ce que j'ai appelé un conflit d'intérêts. Le cadre, c'est un cadre qui fait tourner sa boutique, qui est important. La jeune recrue qui vient d'arriver, elle vient à peine d'arriver que déjà, elle pose des problèmes. Il y a ce biais de perception et il y a ce syndrome du bon gars. Oh non, mais tu comprends, je ne vais quand même pas me séparer de lui. Là, on a complètement changé ce paradigme-là. Voilà, ça, le syndrome du bon gars, c'est terminé. Le conflit d'intérêts, c'est terminé. La priorité, l'attention est portée sur la victime. Voilà, elle ne bouge pas. Et donc, l'auteur, lui, déjà, il est suspendu. Pour commencer, il est suspendu. Et ensuite, systématiquement, eh bien, il sera déplacé, quels que soient les résultats. Parce que même si on n'arrive pas à démontrer la matérialité des faits, on sait qu'une dénonciation de VSS, ça a des répercussions en termes de relations humaines qui sont dramatiques pour le fonctionnement d'une unité. Et donc là, il faut résoudre ce problème-là, il faut séparer les protagonistes et le mis en cause, lui, il bouge. Donc voilà, l'attention, elle est portée là-dessus. La victime doit rester au sein de notre institution. Après, si elle veut être mutée, si elle veut quitter, effectivement, on l'accompagne, mais c'est une démarche de sa part, volontaire, accompagnée.
Merci. La parole pour le groupe Horizon et Indépendant, Laetitia Saint-Paul. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs, chers collègues. Vous savez à quel point ce sujet m'est cher, à quel point j'ai porté le combat contre les violences sexistes et sexuelles dans les armées. J'ai à ce titre très tôt rencontré la défenseure des droits pour comprendre l'objet de sa décision cadre 2021-065. Elle m'a expliqué qu'elle a éprouvé la nécessité d'écrire cette décision parce que l'immense majorité des sollicitations qu'elle recevait venaient du monde en uniforme. Et dans cette décision, elle tente à éclairer, je la cite, quant à l'aspect systémique des violences sexuelles dans le domaine de la sécurité-défense. Moi, je tiens à préciser que systémique ne veut pas dire systématique, qu'on s'entende bien sur ce sujet. Elle détaille sexisme, comportement vulgaire, obscène, protection fonctionnelle mise en œuvre de façon trop restrictive, victimes non protégées, inertie de l'administration, représailles, enquête perfectible, hiérarchie complaisante. Donc c'est écrit en 2021. Et désormais, nous sommes forts d'une instruction, celle du 28 juin 2024 que vous avez citée. Et j'ai cette certitude que la volonté politique n'est qu'affichage si on ne peut la quantifier. Et c'est pour ça que j'espère être destinataire du détail de toutes les mesures qui étaient imposées au ministère avec des dates. Parce que je crois que je suis encore destinataire de ce qu'on peut appeler en politique le dernier kilomètre, finalement, de ce qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, j'ai de nombreuses questions à ce titre, puisque beaucoup de victimes se tournent encore vers moi, parfois appellent encore le standard de l'Assemblée nationale. Quand Sabrina m'appelle pour me dire qu'elle n'arrive pas à joindre Thémis, puisqu'il est mentionné, septembre 2024, vous êtes le maillon de dernier recours. Quelle est la conduite à tenir pour ma part? Vous faites état de la protection fonctionnelle. Très bien, mais quand j'ai une victime qui m'écrit pour m'expliquer que le jour de son procès fleuve qui a duré la journée, eh bien, vous avez refusé de rembourser son repas, qu'est-ce que je lui réponds? Quand j'ai une avocate qui m'écrit que le ministère a plusieurs milliers d'euros de dettes qui n'ont pas été réglées, qu'est-ce que je lui réponds? Et par exemple, avec effet immédiat, donc juillet 2024, systématiser la suspension de fonctions pour les faits graves, combien? Pour juin 2024, sanctionner les autorités et le commandement ayant fait preuve de négligence, combien? En fait, clairement, est-ce que ce sont des vœux pieux? Est-ce que c'est suivi des faits? Est-ce que c'est quantifiable? Merci, pardon. Et destiné à Monsieur Pêcheur, comme vous avez été rapporteur pour les APNM, est-ce que vous avez milité, maintenant que vous êtes la respiration du ministère sur ce sujet, pour que les APNM puissent se constituer partie civile? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à vous, messieurs. J'entends régulièrement, Madame la députée, le phénomène l'appellation de systémique, fait systémique, que je ne confonds pas avec systématique. Moi, je ne peux pas le laisser passer. Voilà, tout simplement. Ça voudrait dire que les violences sexuelles sont intrinsèquement liées au fait d'être militaire. Je suis désolé, mais non. La fraternité d'armes, en revanche, est constitutive des armées, des forces armées. Et les VSS sont une atteinte à la fraternité d'armes. Donc elles sont d'autant plus intolérables au sein des armées, au-delà de l'exemplarité, du sens de l'honneur, etc., qui sont des vertus importantes chez nous. Mais la fraternité d'armes est constitutive de l'efficacité opérationnelle de nos armées. On ne peut pas y porter atteinte. Et d'ailleurs, on évoquait la typologie éventuellement des risques. Ce que je constate au sein de Thémis, ça n'est absolument pas quantifié, c'est juste un constat pour le moment intuitif, c'est que nous n'avons pas de phénomène de violence sexuelle ou sexiste au sein des forces spéciales en particulier. Parce qu'au sein des forces spéciales, eh bien, l'efficacité prime. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un comportement déviant à l'égard d'un camarade. Et je l'ai vu, il y en a tout de même qui donnent lieu immédiatement à renvoi dans le reste de l'institution, ou renvoi des cadres, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Donc on voit bien que l'importance de cette fraternité d'armes pour le fonctionnement des armées et le fait que les violences sexuelles
il porte atteinte. Donc moi, je ne peux pas laisser passer, même chez la Défenseure des droits, même chez le sénateur Grégory Blanc, cette notion de systémique. Voilà, vous me permettrez cette indignation. N'arrive pas à joindre Thémis. Je suis désolé, mais Thémis fonctionne durant les heures de service, toute l'année, durant les heures de service. Il se trouve qu'il y a un numéro. Il n'y a pas plusieurs rapporteurs. On est 6 rapporteurs à la cellule Thémis. Il y en a un qui est de permanence pour toute la semaine. Quand il est au téléphone, eh bien, la personne qui appelle tombe sur un message et peut laisser un message sur le répondeur. Et on rappelle systématiquement. On ne laisse personne, quelle que soit la raison de l'appel, parce qu'il y a des appels qui sont un peu folkloriques. Cette semaine, on avait un défaut de fonctionnement de plaque chauffante. C'est vous dire que Thémis est connu et reconnu pour son efficacité dans tout type d'aide. Donc les gens appellent. Oui, c'est une réalité. Il y a des phénomènes dramatiques et puis des gens qui encombrent un petit peu nos lignes. On va mettre en place une cellule de filtrage, comme demandé par le rapport. Mais en attendant, les personnes qui laissent un message sont systématiquement rappelées. Donc là encore, j'ai un peu du mal à comprendre et on vérifie très régulièrement que le numéro fonctionne. Voilà, donc non, la cellule Thémis, elle est là. Les gens qui envoient des courriels ou laissent des messages sont systématiquement rappelés. Les suspensions, je crois que les chiffres que je vous ai donnés montrent quand même clairement, c'est même pas une évolution, c'est la rupture dans les pratiques au sein de l'institution. 4 en 2023, 145 sans compter un semestre de l'armée de terre en 2024. Bon, là, voilà, on ne le faisait pas, désormais c'est quasi systématisé. Les autorités négligentes, eh bien oui, je n'ai pas encore de chiffres à vous donner pour 2024. Ce que je peux vous dire, et j'y veille tout particulièrement, c'est que oui, on sanctionne. Des cadres qui, en fait, tout simplement, n'ont pas fait remonter, n'ont pas pris la pleine mesure d'eux, eh bien, ils sont sanctionnés. Voilà. Et j'y veille tout particulièrement. Voilà. Et les autorités aussi. Voilà, je peux vous le confirmer. Concernant la protection fonctionnelle, et les dettes du ministère en la matière, je laisserai la DAJ répondre à votre question. Ça échappe complètement à mon domaine de compétences. Et pour les APNM, peut-être que le président pourra vous répondre, mais là aussi, ça échappe à mon domaine de compétences. C'est un vieux souvenir, mais je pense qu'il faudrait que le législateur s'en saisisse pour qu'une association professionnelle puisse être regardée comme ayant un droit propre, lui l'autorisant à se constituer partie civile. Là, sous réserve d'expertise complémentaire, mais je regarderai ce point, je vous en remercie. Il est important. Merci beaucoup, Madame la députée. Je regarderai. Merci. La parole est à Nathalie Pouzirev pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Madame, Monsieur le Président, Messieurs. Tout d'abord, au nom du groupe Ensemble pour la République, permettez-moi de revenir sur les chiffres très alarmants qui nous ont été communiqués et que nombreux collègues ont partagés. Les 184 signalements en 2023 pour 63 sanctions, les problèmes de démission de ces femmes qui auraient été victimes d'abus, de violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, le rôle clé qui a été bien souligné des écoles de formation militaire où l'on peut constater des démissions en dernière année de femmes qui sont là pour parfaire leur formation. Si vous pouvez revenir à nouveau sur ces chiffres. Et bien sûr, j'appuie totalement les propos de Laetitia Saint-Paul sur le fait que nous avons besoin de concret, qu'il ne s'agit plus d'identifier les problèmes, mais d'y répondre. Mais permettez-moi d'élargir dans un autre point le débat sur les conditions préalables à ce qu'on retrouve une égalité et un respect entre les femmes et les hommes dans l'armée. Il y a, à mon sens, un état d'esprit qui prévaut en général dans les études techniques et dans les écoles d'ingénieurs, quelles qu'elles soient, qui fait que les femmes ne veulent plus s'y engager. Et bien sûr, vous n'êtes responsable que des écoles qui pourraient être à déboucher ou à vocation militaire, mais néanmoins, ma question est
est celle de savoir si vous avez vraiment une prise de conscience que les femmes ont du mal à se projeter dans un monde typiquement masculin, technique, militaire, et la nécessité de disposer effectivement d'éléments positifs et de rôle modèles éventuellement, et le fait que on ne peut pas demander effectivement à une femme de se projeter, de voir son épanouissement lorsqu'on voit les reportages qui sont donnés à la télévision de femmes effectivement qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Merci, messieurs. Oui, je me permettrai de répondre à Madame la députée. Je pense qu'il faut bien qu'on se convainque que, je dirais, la mixité et l'entrée des femmes dans les armées n'est ni le problème, ni un problème, ni la solution. Je dis ça parce que je veux rappeler à cette commission que nous n'aurions jamais réussi la professionnalisation des armées si les quotas n'avaient pas été supprimés et si les femmes n'avaient pas été largement recrutées dans les armées. Et ce n'était pas seulement une question de quantité, mais c'était aussi une question de qualité. Il est clair que la remontée en puissance en termes d'effectifs ne se ferait pas et la réserve opérationnelle n'atteindrait pas les objectifs qui sont assignés si les femmes n'étaient pas totalement partie prenante. Il est absolument inconcevable, à la fois pour des raisons de principe, mais aussi, qui étaient évidentes, mais aussi pour des raisons pratiques, vraiment militaires, que, je dirais, les femmes ne trouvent pas leur place dans les armées. Ça, c'est le premier point. Ça ne peut pas être regardé comme un problème. Deuxièmement, ce n'est pas non plus la solution. Ce n'est pas dans les services les plus, je dirais, les plus féminisés qu'il n'y a pas de violence. J'en veux pour preuve même un sondage récent qui a appelé mon attention du Conseil de l'ordre des infirmiers, qui a été publié il y a quelques jours. Infirmiers du public comme du privé. 21 000 infirmières et infirmiers ont été, je dirais, interrogés. La moitié ont subi des agressions, la moitié des infirmières ont subi des violences ou des agressions. De la part de camarades, de confrères, y compris de patients. Donc, je ne dis pas ça pour exonérer les armées de leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de banaliser le problème. Mais la mixité n'est ni le problème, ni la solution. Ça ne peut pas être un problème parce qu'on a vraiment besoin des femmes, et je dis ça sans famecornerie, mais ce n'est pas non plus la solution. Il ne suffit pas d'ouvrir la hiérarchie pour que du jour au lendemain, les violences sexuelles et sexistes disparaissent. Sachant qu'il y a aussi des cas d'homosexualité entre femmes. C'est l'inspectrice générale Laroche qui m'en a dit un mot. Voilà, donc ça existe. Donc voilà, je veux être clair là-dessus. Il faut être absolument intraitable. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc à la fin des orateurs de groupe. Nous avons à ce moment 5 questions posées par les collègues. Donc vous avez 1 minute, mes chers collègues, pour pouvoir poser votre question. Et nous commençons par une série de 3, en commençant par Nadine Lechamp. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, Monsieur le contrôleur général, cela fait désormais plus d'1 décennie que le ministère des Armées a engagé une lutte et une prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Une des pierres angulaires de ces dispositifs est, votre présence le confirme, la cellule Thémis. Les données qui en émanent sont sans équivoque. Entre 2014 et 2021, plus de 40% des saisines, autosaisines et conseils de la cellule Thémis concernaient plus de harcèlement sexuel. Un autre rapport du ministère des Armées indique que 48% des mises en cause sont des hommes militaires de rang et que 45% des victimes sont des femmes militaires de rang, alors même qu'elles ne représentent que 4,5% des effectifs à ce niveau. Je souhaiterais savoir de quelle façon la cellule Thémis ou l'un de ses démembrements pourrait à l'avenir se concentrer sur les faits de harcèlement au sein des militaires de rang, dont les statistiques démontrent qu'il s'agit de l'une des priorités en la matière. Je vous remercie. Merci. La parole est à Muriel Lepro.
Levrault, pardon. Levrault, merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Contrôleur général, dans le rapport de l'Inspection générale des armées publié en juin 2024, 52 mesures ont été proposées pour réformer la gestion des violences sexuelles et sexistes au sein de l'institution. Lesquelles vous paraissent les plus délicates à mettre en œuvre? Pouvez-vous en expliciter le calendrier? La recommandation 26 du rapport propose de systématiser la radiation des cadres militaires définitivement condamnés pour violences sexuelles. Cette mesure de fermeté, de justice et d'humanité me paraît fondamentale afin de garantir une tolérance zéro face à ces comportements. Les agresseurs n'ont pas et n'auront jamais leur place dans nos armées. Cependant, la mise en œuvre d'une telle mesure semble confrontée à des défis d'ordre juridique, organisationnel et même culturel. Pouvez-vous nous dire, selon vous, quels sont les obstacles principaux à la mise en œuvre de ces recommandations du côté de l'armée et quels moyens concrets pourraient être mobilisés pour garantir l'application de cette recommandation tout en restant conforme aux exigences du Code de la justice militaire? Vous avez dit tout à l'heure que certains cadres partent d'eux-mêmes. Combien partent d'eux-mêmes? Vous avez donné les chiffres des suspensions, mais moi je parle bien des radiations. Et comment faites-vous pour ceux qui ne partent pas d'eux-mêmes? Parce que vous imaginez bien que notre regard se portera principalement sur eux. Merci. Merci. La parole est à Alexandre Dufossé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, Monsieur le Contrôleur Général. D'abord, je voudrais regretter les propos que j'ai entendus, c'est-à-dire recenser les hommes absents et les hommes présents aujourd'hui ce matin. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les hommes et les femmes, et surtout sur ces sujets-là. Et je voulais rappeler, comme l'a dit ma collègue Martinez, le rapport sur la mission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles au sein des ministères des Armées est très éclairant. En revanche, si le rapport analyse les raisons pour lesquelles, dans l'armée en particulier, certaines victimes de violences choisissent le silence, il reste des zones d'ombre, me semble-t-il, sur les raisons profondes des violences elles-mêmes. D'où ma question. Avez-vous des données cliniques en provenance de psychiatres, de psychologues ou de sociologues, ou pouvez-vous nous partager vos propres pistes de réflexion qui nous permettraient de mieux comprendre la survenue de ces violences? Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Puis les autres, le contrôleur général répondra aux deux autres premières questions. Je pense qu'il faut, et je reprends tout à fait ce qu'a dit le contrôleur général, il n'y a pas dans nos armées, je dirais, une logique systémique de violences sexuelles et sexistes. Simplement, il faut voir que nos armées sont constituées en majorité de jeunes. Et on retrouve, je dirais, dans le comportement de cette jeunesse, je dirais ce qu'on peut trouver dans la société civile. C'est en ce sens que nos armées sont à l'image de la nation. Et je dirais, ce point est très important. Avec des phénomènes qui peuvent être un peu, là pour le coup, liés, je dirais, à la condition d'exercice de la mission. L'inspection générale des armées l'a relevé dans son rapport de juin 2024. Un environnement opérationnel qui implique de la fatigue, du stress, l'éloignement par rapport au milieu, je dirais, familial, et des besoins de décompression. La pratique dans notre jeunesse, civile comme militaire, de l'alcoolisation. J'ai vu récemment dans la presse quelques articles qui pointaient du doigt l'alcoolisation dans les grandes écoles civiles. Et il est clair que le monde militaire n'est pas à l'abri de ces phénomènes qui sont à l'origine de nombre de VSS. Et je précise que l'alcoolisation de la victime est une circonstance aggravante pour l'auteur. C'est important de le souligner. Et puis, il ne faut pas... Ça, pour le coup, il y a un phénomène qui est de groupe qui peut jouer. C'est un esprit de groupe, je dirais, extrêmement prégnant, qui peut conduire à une forme de loi du silence. Ça, je pense que c'est tout à fait concevable et plutôt, là, pour le coup, spécifique au monde militaire. Bien, merci pour... Oui, effectivement, les cas de VSS touchent essentiellement les militaires du rang. Et je ne peux que rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le Président.
C'est-à-dire que c'est la jeunesse du pays qui s'engage dans les armées. Et en ce sens, être à la tête de la cellule Thémis est sociologiquement très instructif sur le référentiel de nos jeunes, qui n'est pas tout à fait celui qui a été le mien ou le nôtre à notre époque. Voilà, très clairement, pour vous le dire sans embâche, nos jeunes ont un rapport plutôt décomplexé au sexe. Et ça se traduit dans les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et de ce fait, partant de ce constat, puisque c'est une donnée d'entrée, nous recrutons les jeunes de notre société, eh bien, il y a besoin dans les écoles de formation initiale, dans les centres de formation initiale des militaires du rang, de leur apprendre les exigences de la collectivité et de la cohabitation entre hommes et femmes, et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Je vais donner un exemple qui est assez surprenant mais significatif. On a eu un jeune accusé de harcèlement sexuel qui dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les deux jeunes femmes me souriaient et donc il dit je leur ai envoyé une photo de mon sexe, voilà, par téléphone. Voilà, il dit bon, l'idée d'un café, on discute d'abord, voilà, on perd pas de temps. Bon, voilà, là, avec l'utilisation des réseaux sociaux, tous les moyens numériques sur lesquels nous ne sommes pas encore présents et nous devons être présents, voilà, c'est l'étape d'après. Je dois recruter un chargé de communication pour pouvoir être présent sur ce domaine-là. Le but est effectivement de pouvoir communiquer avec les jeunes pour leur apprendre le référentiel, le bon référentiel de service au sein de l'institution. Voilà. Donc c'est cette éducation, le CEMAT, Pierre Schill, le général Schill, a demandé par exemple qu'on lui apporte le cours Mixité 001 à Saint-Mexan. Là, ces cadres ont été un petit peu embêtés en lui demandant « Mais de quoi parlez-vous, mon général ?» Il dit « On va peut-être commencer par ça. » Voilà. Donc effectivement, il y a ce besoin-là de réapprendre ou d'apprendre, d'éduquer en fait aux exigences de la vie en collectivité. Concernant la question sur les mesures les plus délicates du rapport, on va mettre en œuvre les 52 mesures du rapport. Voilà, et il n'y en a pas qui, pour le moment, posent des difficultés. C'est plus ou moins long à mettre en œuvre. Je vais prendre juste un exemple que je connais bien. Le ministre nous a demandé de réécrire tous les textes relatifs au fonctionnement de la cellule Thémis et l'arrêté relatif au dispositif de signalement au sein du ministère. C'était prévu pour le mois de novembre, c'est toujours pas fait. Parce que je me refuse à écrire les textes tant que notre dispositif n'est pas stabilisé. Je ne souhaite pas qu'il soit trop rapidement caduc. Donc on va stabiliser le dispositif, mettre en place les procédures de fonctionnement avec les armées et après écrire les textes qui correspondent à ce mode de fonctionnement mis en place. Concernant les moyens concrets de systématisation des radiations, mais en fait, c'est vraiment le conseil de discipline et le conseil d'enquête, surtout le conseil d'enquête. C'est ce qui nous permet de faire partir les cadres convaincus de violences sexuelles ou sexistes. Les données sur le nombre de cadres qui partent d'eux-mêmes, j'en ai pas à vous donner. J'ai quelques exemples, enfin le volume précis. J'ai un certain nombre d'exemples où on a juste eu le temps de sanctionner l'intéressé avant qu'il ne quitte l'institution. J'ai en tête un cadre qui a bien compris que ça commençait à devenir délicat pour lui, qui a quitté l'institution et derrière, qui a fait l'objet d'un retrait de son inscription au décret de la Légion d'honneur. La DRSD a prévenu son futur employeur, voilà, de ceux dont il était convaincu au sein de l'institution. Donc, pour vous dire qu'on accompagne quand même bien le départ de ces cadres-là. Et ceux qui ne souhaitent pas partir parce qu'ils se défendent, eh bien, on mène des conseils d'enquête et on allège la procédure de conseil d'enquête. Un conseil d'enquête aujourd'hui, c'est 3 mois. 3 mois de procédure difficile, susceptible de recours administratif. Et donc, l'allègement est en cours de façon à pouvoir faciliter le départ des cadres convaincus. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Enfin, les données cliniques, oui, vous avez répondu à la dernière question. Merci, messieurs. Pour information, il reste 3 questions de nos collègues. Alors, Emmanuel Fernandez. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je voulais d'abord commencer par dire effectivement, Madame Rioton, qu'il est scandaleux que vous n'ayez pas laissé tout à l'heure le contrôleur général des armées répondre à mon collègue Bastien Lachaud qui s'exprimait au nom du groupe.
dans le cadre du rôle constitutionnel de contrôle de l'action du gouvernement, nous sommes là attitrés à recevoir les réponses des auditionnés. Donc simplement, je voulais redire le scandale que constituait cette entrave. Je voulais également déplorer le fait, contrairement à mon collègue, que peu d'hommes se trouvent aujourd'hui dans cette commission. J'ai d'ailleurs entendu une remarque typique de ce que nous devons combattre en arrivant ici dans les couloirs tout à l'heure. Un député qui sortait de l'audition précédente qui a dit à l'une d'entre nous, en la saluant, « Tu vas aller sauver les femmes ». Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que nous ne souhaitons plus entendre et qui venaient d'ailleurs des rangs très très à droite. Et je terminerai par une question très très précise. Dans le cadre de l'instruction ministérielle de juin 2024, l'une des mesures qui devait être effective en décembre 2024 était l'inscription de la prohibition du harcèlement et des violences dans le code d'honneur du soldat. Cette mesure n'est pas encore effective. J'aurais souhaité savoir à quelle date elle le sera. Merci à vous. Chers collègues, je ne laisserai pas évidemment vos propos sans réponse. C'est tout à fait habituel finalement de vos comportements. Nous sommes présidents et nous gérons l'ensemble des débats. Il ne s'agit pas de crier au scandale de l'arrêt. Nous gérons simplement un timing avec des interlocuteurs et des questions. Donc un peu plus de raison gardée serait le bienvenu dans nos débats. Et je donne la parole à Anne Le Hénanf. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Il s'agit plus d'un témoignage dans le cadre de mon rapport pour avis sur le P144. J'ai eu l'opportunité d'auditionner Polytechnique. Et je me suis déplacée pour les auditionner dans l'école et bien sûr, je leur ai posé la question, puisqu'il y avait des étudiants qui étaient là lors de l'audition, sur ce sujet-là. Comment vous intégrer dans votre fonctionnement? Et il m'a paru intéressant la démarche qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont créé un comité, ça doit exister dans toutes les écoles, j'imagine, un comité avec des garçons et des filles sur le sujet de l'égalité et ils abordent le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et ça me paraissait important de partager ça avec vous parce que finalement, c'est la jeunesse qui parle à la jeunesse et ça passe vraiment très bien par des actions concrètes. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser si ça n'existe pas dans toutes les écoles qui dépendent du ministère des Armées. Merci, chers collègues. Et enfin, la parole à Sandrine Rousseau. Madame la Présidente, alors plusieurs remarques et déjà saluer les avancées dont vous témoignez à cette tribune, vous dire quand même que des inquiétudes demeurent, notamment sur la question des écoles où les week-ends d'intégration sont des lieux particulièrement sensibles du point de vue de l'exposition aux violences sexistes et sexuelles. Qu'avez-vous travaillé avec les écoles et notamment avec Saint-Cyr dont on sait qu'elle est un lieu qui a été l'objet de dénonciations nombreuses de violences sexuelles. Ensuite, les femmes membres de l'armée nous disent qu'il y a quand même des propos sexistes qui peuvent être tenus de manière quotidienne et qu'elles sont face à cela de manière quotidienne. Je cite grosse ou sous, par exemple, pour définir les hommes qui sont plus conciliants, enfin qui sont plus égalitaires avec les femmes, sous voulant dire sous-hommes. La question est, avez-vous mis en place tout au long de la ligne de commandement des consignes pour que ces termes, par exemple, ne puissent pas être utilisés, même de manière incidente au cours de la journée. Enfin, sur les violences intrafamiliales, dont on sait qu'en effet, le milieu clos que peut être l'armée est un milieu qui fragilise les femmes dans leur couple et dans leur famille. Et donc, la question que je souhaiterais vous poser est, avez-vous mis en place un système de soutien à des associations de femmes au-delà de Rada Hatem et de son travail absolument incroyable, des associations qui pourraient être des lieux où elles puissent s'exprimer, où elles puissent avoir confiance et où elles puissent trouver les ressources indispensables à la dénonciation des violences qu'elles peuvent subir. Merci, messieurs. On vous laisse répondre à ces trois questions, peut-être sous forme également de propos conclusifs. Je vous remercie. Merci à vous. Concernant l'inscription de la prohibition du harcèlement dans les codes d'honneur, ça a été fait par l'armée de terre, ça a été évidemment fait après 2014 dans le code de la défense. C'est en cours pour les autres armées qui sont en train de rédiger, de proposer cette inscription, l'établissement d'un code d'honneur.
Et le code d'honneur, c'est une idée notamment de M. Bernard Pêcheur, Monsieur le Président, pourrait aussi s'étendre au lycée militaire de la Défense, où un code d'honneur sur le comportement adéquat à la vie en collectivité dans nos lycées serait le bienvenu. Donc voilà, c'est aussi une piste, pas de réflexion, mais qui est en cours d'étude pour être sortie. J'espère, l'idée, c'est fin mars, le rendez-vous, c'est fin mars pour les armées. À Polytechnique, Polytechnique qui concentre une grande partie de nos attentions, l'ingénieure générale de l'armement, Monique Legrand-Laroche, me disait que quand elle-même était à Polytechnique, elle n'avait jamais eu aucun souci. Aucun souci. Et qu'aujourd'hui, elle se fait beaucoup de soucis pour les jeunes femmes qui y sont. La situation s'est dégradée à Polytechnique, c'est quand même incroyable. Et je vous rejoins tout à fait, je connaissais ce comité mis en place par les élèves. C'est l'un des axes du rapport des ingénieurs généraux de l'armement, c'est d'en fait impliquer les bureaux de promotion dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en disant effectivement, on fait le même constat que vous faites. À partir du moment où du personnel de promotion va être impliqué, le message passera d'autant mieux. Voilà. Donc oui, c'est une mesure qui est en cours de développement. Et ça rejoint, Madame la députée, ce que vous souhaitiez voir. Oui, je fais ce constat que le sexisme reste quand même un terreau très favorable pour les violences sexuelles et sexistes. Voilà. Et que d'aucuns dans notre institution peuvent penser que c'est une armée d'hommes, ce qui n'est pas le cas, parce que sans les femmes, on ne tournerait pas, on ne fonctionnerait pas, donc on ne serait pas opérationnel. Mais il y a pas ces jugements, mais ces convictions qui persistent chez certains. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, ça relève de l'outrage sexiste. Voilà, c'est dans le fameux violentomètre qui est en cours de déclinaison par chacune des armées, et qui est le bienvenu au sein des armées, ça permet de positionner. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, quand je donne des surnoms un peu orientés à mes camarades féminines, eh bien, ça relève du harcèlement sexuel. Voilà. Et que non, ça n'est pas anodin. Même de l'appeler ma chérie, ça n'a rien d'anodin. Voilà. Et donc, non, mais ça se voulait affectueux, gentil. Eh bien non, ça relève du harcèlement sexuel. Et donc, ça permettra de positionner. Aujourd'hui, nous avons, quand je vous disais que les armées faisaient beaucoup plus remonter des faits, typiquement, les outrages sexistes, bon, c'est une fois, il a dit, voilà, au MES, telle réflexion, c'est pas très grave. Non, non, désormais, ça remonte et c'est traité. Voilà. Donc, c'est pas des consignes. En l'occurrence, c'est que désormais, c'est bien intégré en tant que VSS et traité en tant que violence. Il y a simplement un élément sur lequel je me permettrai d'insister. C'est qu'effectivement, nous devons traiter la pathologie. Mais il y a le contre-pied, je dirais, des crimes, délits, fautes, violences qui sont commises, ce n'est pas l'indifférence courtoise qui peut régner dans certaines écoles et qui est une autre forme de discrimination et qui est tout le contraire de l'égalité et le contraire aussi de la fraternité d'armes. Voilà ce que je voulais vous dire. Mesdames, Messieurs, merci pour cette audition. Quelques mots qui susciteront évidemment notre vigilance et le suivi de votre comité de suivi. Et puis, j'ai bien entendu qu'il y a un rapport sur la question de la formation et des écoles. Au sein de la délégation droits des femmes, on sera présent. Peut-être également revenir dans votre commission, Monsieur le Président, comme vous me l'avez proposé lors d'une visite du ministre, peut-être au mois d'avril, pour questionner ces dimensions-là. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci mes chers collègues. Et effectivement, vous êtes le bienvenu pour continuer ces travaux nécessaires pour nous tous. Merci, bonne journée à tous.